malheureusement, nous allons commencer ce point de presse suite à un long parcours. Dieu, nous remercions Dieu de nous avoir facilité la tâche. Donc, il faut savoir que c'est une tâche très difficile, mais il faut aussi reconnaître que la coalition du président Mamadou Bokar Ba, tous les membres de la coalition se sont mobilisés pour que cette tâche-là soit facile. Aujourd'hui, le président est face à nous pour nous présenter, parce que nous sommes préambule et c'est ce point de presse. Donc, sans être très long, je vais remettre la parole à M. le Président par rapport à ce point de presse. Merci aussi à la presse qui a tenu de venir se présenter ici, malgré aussi le temps, c'est un vendredi. Nous vous remercions et à l'assistance aussi. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Bonjour à tout le monde. Bonjour surtout aux représentants de la presse qui ont sacrifié le temps pour venir écouter ce que nous avons à leur dire. Comme a dit le secrétaire général, nous venons de boucler un processus assez long et assez difficile dans le cadre de la présentation de notre candidature. Dieu merci, nous avons donc pu déposer notre dossier complet et nous espérons que la suite sera favorable. Donc aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés ici pour encore parler du programme. Parce qu'on sait que si un candidat à l'élection présidentielle, il doit avoir son programme qui doit consister en tout cas à améliorer surtout les conditions de vie de nos populations. On vous a distribué un préambule, bon, je ne vais pas le lire. Bon, dans ce préambule-là, il y a un certain nombre de choses qui sont notées, mais nous allons parler assez succinctement du programme que nous présentons ici, par certains points. D'abord, le problème de l'unité nationale. C'est le premier point sur lequel nous allons encore intervenir. Le deuxième problème, c'est les problèmes sociaux, notamment l'esclavage. Le troisième point, c'est la bonne gouvernance. Et ensuite, on va vous parler de notre politique culturelle et linguistique, ce que nous voulons, et notre vision de l'économie et de la réforme territoriale. Voilà les points sur lesquels nous allons plus ou moins intervenir, mais de façon assez succincte, pour au moins donner aux gens une idée de ce que nous voulons faire. Bon, la Mauritanie est un pays assez bizarre, assez compliqué, qui malheureusement n'est pas comme tous les pays. Nous sommes un pays charnière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. Et cela fait que justement nous avons donc des populations diverses qui cohabitent dans un même espace. Et ça crée des problèmes. Et nous savons que le problème fondamental de la Mauritanie, à notre sens, c'est le problème de la cohabitation de nos communautés. Parce que nos communautés vivent dans un espace qui finalement fait que les tensions sont souvent plus nombreuses que les harmonies. Et nous pensons que si nous voulons en tout cas construire une société de justice, de paix et de solidarité, il va falloir qu'on règle le problème de la cohabitation. Ce problème est un problème fondamental auquel nous allons nous atteler en cas de trouver des solutions justes pour en tout cas la cohabitation pacifique et harmonieuse de nos populations. Le deuxième point, le problème de l'esclavage. Vous savez, malheureusement, la Mauritanie est l'un des rares pays au monde où vraiment sévit l'esclavage. Aujourd'hui, nous avons des Mauritaniens qui vivent vraiment sous la coupe de l'esclavage. Et ça, c'est un facteur qui fait que ça diminue beaucoup un pays. On ne peut pas construire un pays ne peut pas se développer si tous les citoyens n'ont pas le même statut, n'ont pas justement cette égalité devant tout. Or, si un homme est un esclave, ça veut dire qu'il est la propriété d'un autre homme. Ça, c'est des choses qui sont anachroniques et contre lesquelles nous nous sommes toujours battus et nous allons continuer à nous battre pour toujours la construction d'une société harmonieuse, sans esclavage et sans discrimination. Ça, c'est par rapport à l'esclavage. Bon, la bonne gouvernance, la Mauritanie a la chance d'avoir un espace assez large, surtout d'avoir des richesses sur son territoire. Notre sous-sol regorge de richesses. Nous avons des côtes poissonneuses, nous pouvons développer une agriculture vraiment moderne et qui pourra nous permettre
d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, il suffit tout simplement qu'on le fasse bien. Nous avons un cheptel énorme. Tout ça, c'est des éléments positifs qui doivent permettre aux Mauritaniens de pouvoir vivre dans des gens, en tout cas, pas dans la pauvreté. Malheureusement, nous voyons que la majorité des populations mauritaniennes, notamment les Négro-Africains et les Haratines, vivent dans la pauvreté. Même si, au sein de la communauté Mo, il y a des îlots de pauvreté qui sont là-dedans, contre lesquels nous allons nous élever pour que tous les Mauritaniens puissent vivre dignement dans leur pays. Donc le problème de la Mauritanie, après le problème de la cohabitation, c'est surtout le problème de la gouvernance. Parce que les gens qui nous ont dirigés depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, en réalité se soucient surtout d'eux-mêmes et de leur famille. En tout cas, ils s'enrichissent et ils enrichissent leur famille. Ils enrichissent leurs parents, leur famille, en tout cas, au détriment des populations qui, elles, sont laissées pour compte. Donc ce que nous voulons, c'est justement avoir une gouvernance normale où les hommes qui nous dirigent, en tout cas, leur souci et leur objectif, c'est de développer leur pays pour le bien de tous les Mauritaniens. Il y a des Mauritaniens à part entière et des Mauritaniens entièrement à part. Ça, c'est quelque chose de très grave et contre lequel, en tout cas, nous voulons lutter pour justement construire cette société-là de paix et de fraternité. Bon, après cela, notre politique culturelle et linguistique. La Mauritanie est un pays où il y a des Arabes, il y a des Peuls, il y a des Soninké et des Wolofs. Nous avons donc 4, si les Arabes sont scindés en 2, donc les Arabes blancs qu'on appelle les blancs et les Arabes noirs qu'on appelle les Haratis. Mais qui quand même partagent quelque chose. Même s'ils n'ont pas les mêmes trucs, en tout cas partagent au moins, plus ou moins une certaine culture et la langue. Nous, ce que nous voulons, c'est que toutes nos langues soient des langues officielles, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. En Mauritanie, aujourd'hui, la seule langue officielle est l'arabe. Même si on a donné un statut de langue nationale à toutes nos autres langues, l'arabe, la Sania, le Soninké, le Pulaar et le Wolof, la seule langue aujourd'hui élisée comme langue officielle, c'est la langue arabe. Donc c'est la langue de travail, c'est la langue avec laquelle tous les Mauritaniens travaillent. Il suffit aujourd'hui que vous soyez en Alpulaar, en Soninké ou en Wolof, qui ne parle pas mot. Si vous venez dans une organisation, vous avez des difficultés même à parler avec quelqu'un. Ça, ce n'est pas normal. Nous avons 4 langues. Ces 4 langues peuvent être officialisées et elles doivent être des langues enseignées et des langues d'enseignement surtout. Les langues d'enseignement, ça veut dire que c'est des langues dans lesquelles nous allons enseigner aussi bien les mathématiques, les sciences physiques, la chimie, la géographie, l'histoire, toutes les disciplines, la philosophie. Donc toutes ces disciplines-là doivent être enseignées dans nos langues et c'est possible de le faire. Et on avait même commencé une expérience heureuse ici en Mauritanie qui malheureusement, compte tenu des résultats positifs que ça a donné, a été sabotée parce que tout simplement la volonté de nos tenants du pouvoir, c'est de nous maintenir dans une situation d'exclusion totale, d'exclusion et surtout de marginalisation. Or, nous pensons que pour développer notre pays, nous avons besoin de développer toutes nos langues et de vivre toutes nos cultures, tout le monde. Donc ça, c'est ce que nous voulons. Maintenant, l'économie, nous avons un pays, comme tout à l'heure j'ai dit, un pays très riche. Le sous-sol regorge de richesses. Nous avons des côtes poissonneuses, nous avons l'agriculture, nous avons l'élevage. Mais malheureusement, notre économie ne repose que sur l'importation des produits finis. Généralement, nous importons de l'Occident ou de l'Asie et de nos richesses d'extraction. L'extraction des mines, la vente du poisson. Donc ça ne développe pas un pays. Si nous voulons nous développer, nous devons faire en sorte d'abord que nos richesses que nous produisons, nous soyons maîtres de ces richesses-là. Autrement dit, pour les mines, nous devons avoir des écoles de mines où nous allons faire sortir des cadres valables qui pourront prendre en charge dans 10 ans, dans 15 ans, les transformations de nos produits. Les transformations de nos produits. Et pour cela, aujourd'hui même, les accords que nous avons pour les gens qui exploitent nos mines, nous aurions dû leur demander de mettre en place des écoles de formation pour former des cadres valables et valeureux qui nous permettraient à terme, en tout cas, de pouvoir prendre en charge
toute l'extraction, la transformation, la distribution de tout ce que nous produisons. Parce que si on ne fait pas ça, il n'y a pas de plus-value. Or, sans plus-value, on ne se développe pas. Donc nous pensons que ça, c'est un élément important que nous devons faire. En tout cas, si nous voulons nous développer un jour, nous devons faire en sorte qu'il y ait ce transfert de technologie qui nous permettra d'être maîtres de nos richesses et de nos ressources. Bon, ça, c'est au niveau de l'économie, un peu de façon assez ramassée. Bon, maintenant, pour la réforme territoriale, on a parlé de la réforme territoriale, on a parlé, mais malheureusement, la réforme territoriale qui a été entreprise ici, on a vu qu'on avait un Sénat. Le Sénat a été remplacé par ce qu'on appelle les conseils régionaux. Mais malheureusement, même le fait de supprimer le Sénat était plus ou moins consécutif à une sorte de querelle entre le président Aziz et les sénateurs. Donc il y a eu un bras de fer, on a décidé de supprimer le Sénat. Même pour nous, si pour nous, au niveau de la GMR, nous avions toujours dit qu'on ne pensait pas que le Sénat soit une priorité en cas de la montée. Mais malheureusement, c'est que ça a été fait de telle façon, dans la hâte, dans la précipitation, et que finalement, ça n'a pas produit les effets escomptés. Parce qu'il n'y a pas de clarté entre, par exemple, les présidents de conseils régionaux qui sont élus et les gouverneurs de région qui sont nommés par le pouvoir et qui sont là avec tout en conflit entre eux. Il faut que ça soit clarifié. Parce que nous pensons que si, sérieusement, c'est mené de façon assez cohérente, nous pensons que ça, c'est une réforme qui permettra à la Mauritanie d'aller de l'avant. Donc, en conclusion, je vais tout simplement vous dire que voilà ce qu'on a dit ici, ce n'est pas exhaustif. C'est juste un aperçu du programme que nous voulons développer. Mais nous pensons que nécessairement, si nous voulons vraiment créer cette Mauritanie que nous voulons, que nous appelons de tous nos voeux, c'est d'abord de régler le problème de l'unité nationale. Parce que si le problème de l'unité nationale n'est pas réglé, nous pensons qu'on ne peut rien porter. Il s'est passé en Mauritanie des choses extrêmement graves, d'ailleurs qu'on appelle de façon avec un euphémisme le passif humanitaire. Ce n'est pas un passif humanitaire, c'est un génocide qui s'est passé en Mauritanie. Et ce génocide-là, je crois qu'il faut qu'on fasse tout pour que ces choses-là ne se reproduisent jamais dans la vie. Donc pour le régler, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire pour pouvoir vraiment réconcilier les Mauritaniens avec eux. Donc nous pensons qu'il y a un certain nombre de choses à faire et à prévoir pour que ce tel génocide ne se reproduise plus dans notre pays. Voilà, je vous remercie. C'était un peu, grosso modo, ce que je voulais vous dire par rapport au programme que nous avons ici, qui est quand même quelque chose d'assez succinct, mais qui donne un peu une idée de ce que nous voulons.